Le but de cette vidéo est de montrer comment le gréement de fortune qui a été mis en place par Hugues Ansart pour retrouver les Açores lors de la transquadrale lorsqu'il a cassé son bras, qui a été perfectionné depuis un petit peu pour faire le convoyage entre les Açores et le Cap Finistère, exactement à la Corogne, au nord de l'Espagne. Nous venons de faire 800 nautiques avec ce gréement de fortune dans des conditions assez sévères, entre 40 et 30 nœuds avec une mer très formée. Et comme ce gréement nous a donné toute satisfaction, nous allons décrire la façon avec laquelle on l'a monté, de façon à faire profiter d'autres navigateurs qui pourraient être éventuellement dans les mêmes conditions. Le principe de ce gréement de fortune est d'utiliser la baume comme mât et d'utiliser le reste du mât comme un élément qui va nous permettre justement de fixer fortement la baume avec son vide-mulet à l'endroit où le mât se trouve normalement, donc sur l'embase du mât. Donc, on utilise le mât en position horizontale cette fois-ci, en utilisant des forts bras de levier, tels qu'on le voit ici, de façon à fixer ce mât solidement sur le pont, de façon à ce que le vide-mulet se retrouve au-dessus de l'embase. Ensuite, la baume est donc restée solidaire du mât avec le vide-mulet, comme si on était en position de navigation. Donc le mât solidement fixé sur le pont permet d'avoir une baume bien attachée en bas au niveau du pont. Et la baume est donc montée verticalement et elle est tenue par haubans, étais et patara qui utilisent les gréements normaux de la baume, c'est-à-dire... On a donc utilisé en tête de mât, c'est-à-dire en bout de baume, les réas des ris pour fixer ce mât en utilisant les deux réas extérieurs pour faire les haubans et le réa du centre pour faire la drisse de grand voile. Par chance, Pascal avait coupé sa grand voile dans la situation très difficile dans laquelle il était, juste au-dessus du deuxième riz. Ce qui fait que maintenant, la chute de la voile est au niveau du deuxième riz. L'avantage de ça, c'est comme on a les deux points d'attache du riz, on peut utiliser l'anneau du deuxième riz comme un point pour fixer notre écoute de grand voile. Et puis l'autre anneau côté chute de l'ancienne grand voile pour pouvoir fixer le tangon qui est passé dans l'anneau de ce riz, tangon qui est utilisé comme une livarde. Ainsi, on se retrouve avec une voile carrée qui est tournée de 90 degrés par rapport à ce qu'elle était en état normal. La bordure de la grand voile sert maintenant de guindant de grand voile. La chute sert de haut de voile, la grande corne. La voile découpée représente donc la chute de la voile maintenant. Et puis l'ex-guindant de grand voile joue le rôle maintenant de bordure. On a donc une grand voile qui fait à peu près un peu moins de 4 par 4, un peu moins de 16 mètres carrés probablement, elle n'a pas été mesurée. Mais ce qui est non négligeable par rapport à la grand voile d'origine, c'est à peu près 50% de la grand voile d'origine en termes de surface. Pour les haubans, on a donc utilisé les deux réas externes des ris pour fixer les haubans, sachant que le hauban au vent est fixé sur la bite d'amarrage qui se trouve être juste derrière les cadènes d'origine. Et donc c'est la même chose sur l'autre amure. On a donc deux points fixes pour les haubans, et pour monter le mât, c'est très facile puisque les deux drisses qui ont été utilisées pour jouer le rôle des haubans à la place des ris qui sont passés dans la baume sont fixées au niveau du bas de la baume avec des gros nœuds de façon à avoir un point de départ fixe. Ensuite ça monte dans la baume, donc le mât, et puis ça redescend et on a fait un point de réglage sur
sur la partie soulevant. On a le haubans soulevant qui passe passage pour la mare de façon à vraiment avoir un point solide juste derrière les cadennes. Et on a utilisé le retour qui est utilisé pour le spi de façon à avoir un point de réglage avec le retour sur le winch qui est à plafond dans le cadre de ce Pogo 30 qui était créé comme pour faire du solitaire. Côté au vent, et pour sécuriser un petit peu le haubans vent qui a été très sollicité dans les 40 nœuds de vent qu'on a eu, on a fini par remplacer le réglage qui était sous le vent par mettre quelque chose, un point fixe pour être sûr qu'il n'y ait pas de ragage à cet endroit-là, de façon à ce qu'on ait vraiment un haubans qui tienne dans les conditions très difficiles que l'on a eues. Pour l'étai, on a utilisé un trou qui était dans la baume, de façon à faire passer un étai qui commence comme un point fixe au niveau de l'avant du bateau. On remonte sur la baume et puis on revient sur la delphinière avec une poulie qui revient au cockpit de façon à pouvoir régler la tension de l'étai à partir du cockpit. Et enfin, pour tenir le mât sur la troisième dimension à l'arrière, on a fait un espèce de patara qui part d'un peu bas, mais qui part d'un réa qui était sur la baume et qui a été frappé au vent sur la bite d'amarrage à l'arrière au vent, de façon à tenir le mât à nouveau correctement plutôt du côté au vent. On a donc un mât qui est très bien tenu et réglable, puisque si le patara est fixe, l'étai est réglable, et puis l'un des deux haubans est réglable. Donc on arrive à retendre tout au fur et à mesure que ça se détend, car on n'est pas sur des câbles. Côté livarde, la mâchoire du tangon est passée directement dans l'œillet du riz, du deuxième riz, de façon à être bien fixé. Donc on a simplement engagé la mâchoire dans l'œillet, et côté mât, eh bien, il y a un brelage avec du dynéma qui permet de tenir solidement la livarde à cet endroit-là. Pour fixer donc la livarde sur le mât, eh bien, on a commencé avec un nœud de cabestan autour du mât, et puis ensuite on a fait plusieurs allers-retours de façon à tenir solidement cette livarde. Et ça n'a posé aucun problème pendant les 8 jours de navigation dans les conditions difficiles. Et avec ces réglages sur les 3 angles mobiles de la grand voile, on arrive vraiment à bien régler la grand voile, puisque par exemple là, si je choque la livarde, on peut complètement choquer la voile, on peut choquer aussi l'écoute, on peut creuser la voile, la vriller vraiment comme on veut. Donc on arrive à avoir une maîtrise de ce petit bout de voile et à en faire une voile qui arrive à être bien propulsive. Côté phoque, la mise au point était un petit peu plus compliquée à trouver, puisqu'il a fallu trouver une voile d'avant qui soit très courte compte tenu de la hauteur du mât. Ce qui a été utilisé, ce que vous voyez là, c'est donc la grande voile de cap, de tempête, qui est obligatoire maintenant dans les cadres des courses au large. Et ce que l'on utilise comme le point d'écoute, c'est en fait le point d'amure de la grand voile de cap. Et donc le guindant de la grand voile de cap est utilisé comme chute sur ce phoque. Le guindant de notre phoque est en fait l'ex-chute de sa grand voile de cap. Pour ce phoque, comme on avait une longueur de guindant qui était trop longue, on a utilisé la delphinière pour entourer le surplus de tissu autour de la delphinière, de façon à avoir une longueur de guindant qui correspondait à notre mât. Le phoque est donc bordé comme un phoque normal, avec une écoute qui prend les voies classiques. Pour la drisse de phoque, en fait, on a frappé un anneau de friction en tête de baume, de mât, qui est renvoyé au pied de main. Et qui est renvoyé au piano de façon à pouvoir drisser le phoque et l'affalée comme un phoque normal à partir du piano.